Super. Bonjour à tous, merci beaucoup, pour votre présence. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous nous voyez bien. N'hésitez pas à nous faire, les retours dans l'onglet conversation, et puis avec les réactions, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. On a 1 heure devant nous. Ça va être assez court pour traiter un sujet très large, très vaste et hyper intéressant. Hem On va s'attaquer donc au RGESN et donc pour traiter ce sujet, on va être accompagné donc de Léa, responsable du service usage numérique au sein de Bordeaux Métropole, également Camille, donc lead développeur chez Cosmos et puis, chez Greenspector, Laurent et Thierry. Donc Laurent qui est consultant, numérique responsable chez nous et Thierry qui est, fondateur de Greenspector. Voilà et puis moi je vais, faire office de, gardien du temps. Je suis, je suis responsable du marketing et de la communication chez Greenspector, je ne l'ai pas précisé. Voilà. Pour le déroulé du webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions et bien sûr, ouais, la séance va être enregistrée. C'est un enregistrement automatique, ça a déjà démarré. Voilà. Donc, pour les questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet, questions-réponses, QR. Voilà. Si vous les posez dans la conversation, il n'y a pas de problème. Moi, je les reprends, je les mets dans l'onglet questions-réponses. C'est pour nous, pour, un peu suivre, les différentes questions et puis voilà, on va pouvoir commencer. Rapidement, un petit tour sur le déroulé du webinaire qu'on va introduire pour ceux qui sont pas vraiment au courant au fait de ce qu'est le RGESN. On va l'introduire en début de partie. On va rentrer un peu plus en détail sur comment l'aborder, l'utiliser, quels sont les retours d'expérience à son sujet, qu'est-ce que nous on a à vous présenter en retour d'expérience et puis un focus sur 2 retours d'expérience. Un premier à travers une organisation publique qui est Bordeaux Métropole, un second à travers une organisation privée qui est Cosmos. Et puis après, en dernière partie, on parlera du futur du RGESN, la V2, les évolutions, les avancées de cette version-là. On va se laisser un temps à la fin. J'espère que ce temps-là sera possible, hein, pour traiter les questions-réponses. Bien sûr, les questions-réponses, peuvent être posées au fil, du webinaire et traitées également au fil du webinaire, donc n'hésitez surtout pas. Et puis je vais, du coup, laisser la main à Thierry pour, heu, pour prendre la suite. La suite. Merci. Merci Thibaut pour l'introduction. Juste pour représenter qui est Greenspector. Greenspector, en quelques mots, bon, on est présent sur les sujets du numérique responsable, ce qu'on appelait depuis très longtemps le Green IT, donc depuis 2010, donc depuis plus de 13 ans. On est un éditeur de solutions, de mesures et d'analyses qui permet de piloter les impacts à travers de la mesure sur des appareils réels, sur des parcours réels. Et on est bien sûr également accompagnateur des démarches d'éco-conception des entreprises avec lesquelles on travaille, avec un objectif bien sûr qui est la mission de l'entreprise, c'est maîtriser, réduire bien sûr les impacts environnementaux des services numériques variés, web, mobile, objets connectés, etc. On a une solution qui est elle-même labellisée par la fondation Solar Impulse. Et on est signataire, bien sûr, de la charte de Planète Tech Care. On est également engagé sur des programmes d'accompagnement comme la BPI, avec le DIAG éco-conception de la BPI en tant qu'expert. Et puis, on fait partie également du groupe expert de l'AFNOR en vue d'une certification des services numériques à travers une démarche ISO pour effectivement labelliser, en tout cas normaliser ce sujet au niveau national, mais surtout international. Euh, pour aller rapidement sur le RGSN, je pense que la plupart des gens qui sont dans ce webinaire connaissent le RGSN ou ont déjà entendu parler. Euh, c'est un référentiel qui a vu le jour à travers, on va dire, les travaux à la fois de l'INR qui a contribué à travers je dirais une collaboration des experts, des personnes qui connaissaient le sujet de l'éco-conception, de l'éco-responsabilité numérique, qui ont travaillé sur des référentiels. Donc celui de l'INR, c'est le GR 491. La DINUM, dans les mêmes moments, a lancé également son référentiel, la Direction interministérielle du numérique, qui s'appuie lui-même sur son propre référentiel. Ce sont bien 2 référentiels distincts, le RGESN et le GR 491.
Dans cette période-là, en 2021, la loi Rennes a été publiée et dessine donc les contours d'une réglementation donc autour de l'éco-conception de services numériques et donc prévoit l'utilisation d'un référentiel RGESN dans le cadre de cette loi pour pouvoir d'une certaine manière normaliser le sujet et l'appliquer dans le cadre concret de la commande publique ou des projets de la commande publique, notamment avec des règles qui sont un peu plus fortes sur les collectivités, les collectivités locales, les communautés de communes, les grandes métropoles, etc. Donc ces deux référentiels sont sortis à l'automne 2021 et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler du RGESN qui, depuis, effectivement, a été repris par l'ARCEP dans sa version 2. Et c'est bien sûr l'objectif de la fin de ce webinaire, de vous parler de ce sujet du RGESN V2 et de ses perspectives. Quelques mots sur la V1 en introduction, après je laisserai Laurent poursuivre et rentrer un peu plus dans le détail de ce référentiel. Aujourd'hui, si on regarde de manière un peu structurelle, c'est un référentiel qui comporte un certain nombre de pratiques basées sur des questions qui permettent derrière de répondre à différents chapitres, on va dire, de l'éco-conception d'un service numérique qui quadrille finalement l'ensemble de la chaîne, que ce soit la stratégie, la partie spécification du besoin, l'architecture qui va être utilisée, toute la partie user experience, user interface qui va être intégrée dans les parcours et les écrans, les contenus, bien sûr, derrière qu'on va intégrer dans ces écrans, toute la partie front-end et l'interaction avec l'utilisateur, toute la partie back-end, et bien sûr, sans oublier toute la partie serveur et l'hébergement qui permet aussi d'éco-concevoir la solution sur cette partie hébergement, traitement et stockage. Voilà, ces 8 familles donnent lieu à 79 bonnes pratiques, ou en tout cas bonnes questions à se poser, et avec lesquelles on doit apporter des réponses pour pouvoir se confronter à un référentiel de maturité, quelque part, de l'éco-conception d'un service numérique. Avec derrière, pour chaque règle, une définition d'un objectif. C'est quoi l'objectif de cette question, de ce critère? La mise en œuvre, comment on peut la mettre en œuvre? Les moyens de test et de contrôle qu'on peut utiliser pour pouvoir valider sa conformité ou pas avec ce référentiel. Voilà, je vais peut-être laisser Laurent poursuivre. Je te laisse le contrôle, Laurent, si tu veux. Ça marche, merci. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'on a ce référentiel qui arrive et qui nous pose pas mal d'éléments, pas seulement sur vérifier si un service numérique est éco-conçu, mais pour cadrer la démarche. Grosso modo, avant, on avait déjà des outils, des référentiels très techniques. Là, l'idée, c'est au niveau de la structure, est-ce que tout est mis en place pour que la démarche d'éco-conception complète puisse être déployée? Donc, notamment, choisir un référent sur le sujet. La finalité du RGESN, c'est aussi de rédiger une déclaration d'éco-conception. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un élément qui va être structurant et qui va permettre de communiquer sur la démarche. Définir une stratégie de mesure, c'est quelque chose, on va dire, qui est implicite, mais on a des critères sur est-ce que le service numérique est utilisable sur des terminaux anciens, des systèmes d'exploitation anciens, en connexion dégradée. Est-ce qu'on a des objectifs de réduction des impacts? Est-ce qu'on a en quelque sorte un budget environnemental, des seuils par écran? Donc tout ça, ça dessine une stratégie de mesure et ça permet aussi de poser des jalons dans la démarche d'éco-conception, notamment pour des revues de code, des revues d'éco-conception. Donc c'est un peu tout ça qui est mis en avant. Et sur le premier critère qu'on a mis ici en bas de la slide, c'est avant tout se poser la question, est-ce qu'on s'est suffisamment interrogé sur les apports en termes de gains, d'impacts environnementaux du service? Est-ce qu'il est vraiment utile, essentiel? Et est-ce qu'on n'est pas en train d'éco-concevoir quelque chose qui sera, entre guillemets, écocide? Donc c'est vraiment toutes ces considérations qui d'habitude étaient connues mais pas forcément abordées suffisamment en détail. Le problème derrière cette intention, c'est que c'est essentiellement des objectifs de moyens. Donc il faut en complément, on va vous dire ce qu'il faut faire mais pas forcément comment le faire. C'est encore une fois plutôt la démarche que la mise en œuvre, donc il faut être plus précis quand on se fixe des maxima par écran en termes de données transférées, de nombre de requêtes, c'est une chose, mais derrière, il faut avoir les éléments pour atteindre ces objectifs. Il faut aussi avoir de la mesure et certains critères qui sont sujets à interprétation. Dans le sens où aujourd'hui, en tout cas dans la V1, on verra après avec la V2, ça a été quelque peu corrigé, on a des critères
qui sont difficiles à évaluer de façon impartiale parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. Ce qui fait que, en fonction de l'auditeur, en fonction du contexte, il y a certains qui estimeront qu'il est conforme, d'autres qu'il est non conforme. Et quand on regarde les audits qui ont été publiés, qui sont disponibles sur le net, des fois, on a des scores d'avancement qui sont très élevés, du 80-90%, parce qu'on peut considérer que certains sujets, certains critères n'ont pas été traités de façon assez poussée. Et en complément aussi, si on tire les enseignements du RG2A, c'est de se dire que ce RGESN il pourrait être enrichi par un glossaire. Il y a certains termes qui sont équivoques ou peut-être pas toujours interprétés de la même façon. Et en bas, on a un exemple de critères où ça, c'est un classique. On l'avait déjà dans les 115 bonnes pratiques là, du collectif Green IT, cette histoire d'optimiser le parcours de navigation. Mais là aussi, c'est un critère, on ne peut pas l'évaluer de façon totalement objective. On ne peut pas non plus, à partir de ce critère, directement se lancer dans l'optimisation. Il manque des intermédiaires pour que ce soit opérationnel. Là-dessus, donc nous, l'idée, c'était d'accompagner les clients sur cette démarche sur l'audit RGESN parce qu'au-delà des audits d'éco-conception, ça nous aide à les accompagner dans la structuration de leur démarche d'éco-conception. Donc généralement, c'est un premier atelier déjà pour découvrir le référentiel. On parcourt les différents critères. Déjà, on a des éléments qui vont pouvoir ressortir directement, dire est-ce que ça c'est applicable ou non, est-ce que c'est conforme ou pas. Des fois, on se rend compte aussi qu'au niveau de l'éco-conception, il y a un travail complémentaire à mener via de la sensibilisation, de la formation, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, qu'on ait tous les bons éléments de langage. Et là, donc, on l'a déjà vu, il y a certains critères qui apparaissent trop flous ou pas assez détaillés. Et on a besoin de bonnes pratiques complémentaires pour la mise en œuvre, pour axer sur le comment on fait les choses, une fois qu'on a défini des seuils, comment on les met en œuvre. Et si on veut viser des terminaux anciens, comment on fait pour s'assurer que dans les faits, ce soit prévu et ce soit possible. Donc tout ça, on l'a abordé. Et aussi, c'est la nécessité aussi de suivre dans le temps. L'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration continue. Pour ça, le RGESN, c'est un super outil, mais la plupart du temps, on ne va pas se contenter on fait un audit de conformité, vous avez le score, le référent, la déclaration d'éco-conception, et on n'en parle plus. C'est vraiment une démarche d'accompagnement, de conduite du changement, pour pouvoir suivre ça dans le temps de façon efficace et constructive. Donc là, par exemple, ici, c'est un échantillon d'audit qu'on a pu faire avec des clients. Et sur le premier audit, les résultats, les taux de conformité qu'on a pu obtenir. Et là, on voit que même si c'est assez disparate, les scores, ils peuvent paraître relativement bas, mais en tout cas, il y a deux tendances qui se dessinent. Il y a des scores très bas pour des structures qui découvrent le sujet de l'éco-conception, qui découvrent le RGESN et qui se lancent dans la démarche. Donc là, en fait, il ne faut pas se laisser décourager. Ça veut dire que ce score-là, il va augmenter au fil du temps et souvent, il va augmenter très vite parce qu'il y a des actions transverses qu'on va mener qui vont agir sur plusieurs critères en même temps. Et inversement, on a aussi des gens qui connaissaient souvent, enfin, parfois, rarement, on a des gens qui connaissaient déjà le RGESN, souvent on a des gens qui connaissent déjà l'éco-conception, et donc là, on a des taux d'avancement qui sont plutôt autour de entre 30 et 50, on va dire. Donc on identifie à partir de là un plan d'action et on essaie d'améliorer les choses par la suite. Donc là, c'est un exemple. L'idée, c'est on prend la grille, on la déroule avec le client, on détermine ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme, ce qu'on rajoute dans une to-do list, ce qui est non applicable. Et en face, on essaie de voir qui fait quoi et quelles sont les actions à mettre en place pour pas se contenter du constat à un instant T, mais de se dire par la suite, on se fait un plan d'action, des jalons, et on se revoit d'ici 1 mois, 3 semaines, soit pour refaire la conformité, soit pour accompagner sur les ateliers qui vont permettre d'améliorer cette conformité. Donc dans ce cas-là, on voit qu'il y a déjà quelques critères qui étaient conformes, à peu près 30%, et surtout, il y a beaucoup de à faire. Et ça, c'est normal, parce que quand on se lance dans la démarche d'éco-conception, encore une fois, souvent, on a du pain sur la planche. Et là, on va aussi, au-delà du plan d'action, de dire il faut faire tout ça, on va prioriser. Comme quand on fait de l'audit via de la mesure, qu'est-ce qui va être le plus facile à faire et le plus impactant? C'est ce qu'on va faire en priorité pour mettre le pied à l'étrier et se motiver. Et plus ça va aller, plus on va aller dans le détail, dans la précision, l'expertise. Et ça va permettre aussi la montée en compétences. Donc, Thierry, je te rends la main pour la suite. Et effectivement, derrière, c'est une démarche qui est, on va dire, libre d'utilisation, puisque le référentiel aujourd'hui est public, hein, comme je l'ai présenté en introduction. Donc, il n'y a pas, par défaut, besoin d'être accompagné dans ce type de démarche.
Néanmoins, ce qu'on a perçu à travers les retours d'expérience qu'on a pu avoir sur les différents projets qu'on a accompagnés, et le fait que nous, on intègre cette démarche-là, c'est que bon, le niveau de maturité est pas toujours le même, et le niveau pour rentrer finalement dans la démarche, il y a besoin parfois d'un petit coup de pouce finalement pour accompagner. Bon, ce qui est classique dans quelque chose qui est nouveau pour nos clients. Néanmoins, effectivement, il y a des bénéfices dès le premier audit pour bien interpréter le référentiel. Comme le disait Laurent, parfois la question peut être interprétée, donc du coup le résultat qu'on y met, et peut-être même des actions à côté desquelles on passe, ne sont pas bien traitées, et donc nécessitent finalement, alors ce regard extérieur ou ce regard d'expert, ou en tout cas d'une certaine manière une expérience déjà vécue, et une vue sur l'interprétation qu'on peut avoir de la règle pour pouvoir finalement bien l'évaluer, et surtout savoir si on a bien sûr des axes de progrès à réaliser derrière. Est intéressant pour se situer, s'évaluer sur un critère, parce que effectivement, on n'a pas tous la même manière de s'évaluer. On pourrait dire, bon, bah, ça, je le fais, ou je le fais à peu près, pour moi, c'est conforme. Et donc, effectivement, l'idée, c'est pas de passer à côté d'une évaluation où, quand on s'auto-évalue, peut-être qu'on peut aussi passer à côté de cette problématique d'auto-évaluation, sur lequel on va derrière peut-être mal se situer, et du coup, se donner un score qui n'est peut-être pas le vrai reflet finalement de son projet. Intéressant également pour travailler sur les pistes d'action d'amélioration, puisque le référentiel ne propose pas ou généralise finalement des sujets, mais ne porte pas, je dirais, sur les actions qu'on peut entreprendre, puisque les projets peuvent être différents, les domaines sectoriels, les domaines techniques ou fonctionnels, ou des différents sujets des services numériques peuvent finalement amener à des actions qui peuvent être très différentes en fonction des questions et des critères qui sont posés. Donc important aussi, au-delà finalement de s'auto-évaluer, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, qui est quand même l'intérêt aussi d'un référentiel comme celui-là, c'est se poser les bonnes questions, mais avec l'idée dans la démarche de pouvoir s'améliorer. Rassurant aussi sur un premier audit pour être autonome dans son déploiement. Nous, ce qu'on conseille auprès de nos clients, pour l'avoir vécu chez pas mal d'entre eux, c'est de dire: le RGESN, on va vous l'expliquer, on va vous permettre finalement de rentrer dans ce référentiel, de bien le comprendre. Mais derrière, l'objectif, c'est pas que vous soyez dépendant finalement de cet accompagnement, c'est que vous puissiez finalement le prendre en main par vous-même, et pas le déployer sur une seule application, mais d'être autonome d'une certaine manière pour le déployer par vous-même. Donc, le premier audit permet finalement de se jauger, de mettre un jalon de bonne compréhension, de bonne utilisation de ce référentiel, pour pouvoir ensuite être capable finalement de l'intégrer, de le pérenniser dans l'entreprise, et bien sûr de le déployer plus largement. Et c'est aussi intéressant de faire les liens avec des règles plus affinées. Aujourd'hui, en fait, on voit bien qu'il y a, on y reviendra à travers les retours d'expérience, mais c'est intéressant on voit bien que le référentiel ne se suffit pas pour aller à un niveau de détail un peu plus fin, pour raffiner parfois les règles, pour les adapter au contexte du projet. Donc, forcément, derrière, on a déjà des bonnes pratiques, quelle que soit l'origine de ces bonnes pratiques. Et l'intérêt, c'est aussi de faire le lien entre le RGESN, qui ne descend pas à un niveau fin, ou un niveau suffisamment opérationnel, pour pouvoir être utilisable dans certaines phases, comme dans la phase de développement, ou parfois dans les phases de conception ou de test. Donc cette partie-là, elle est importante pour faire le lien, et de se poser la question du comment finalement je vais le mettre en œuvre de manière opérationnelle. Voilà. Je vous propose, du coup, je fais l'enchaînement. On va avoir 2 retours d'expérience, donc je vais laisser la main à Léa. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure des interventions. Léa, je te laisse prendre la main. Merci. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que je peux avoir ma slide de début, s'il vous plaît? Si tu veux, tu peux faire contrôler l'onglet contrôler sur Teams pour passer les slides automatiquement. Je prends la main alors. OK. C'est bon, vous êtes bien sur la slide retour d'expérience? OK. Ouais. Merci. Juste en quelques mots pour que vous ayez quand même un peu de contexte par rapport au retour d'expérience que je vais vous faire. Donc, je travaille à Bordeaux Métropole, à la DGNSI. Donc, on assure un service commun numérique pour les agents de Bordeaux Métropole, mais aussi pour les agents des communes qui ont fait le choix de mutualiser la compétence du numérique. Donc, aujourd'hui, c'est un SI d'environ 20 000 agents, 12 000 postes de travail.
Il y a 1500 environ applications métiers en production. Donc voilà, c'est plutôt un SI assez conséquent. Globalement, les enjeux qui se posent à nous sont des enjeux réglementaires tels que ceux qui ont été évoqués là sur le début de ce webinaire, mais plus largement aussi ce qui concerne la loi RIN, la loi AGEC, toute la partie, les risques cybersécurité, des questions de souveraineté aussi. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses qui s'appliquent sur les collectivités, que ça soit en termes d'obligations réglementaires ou plus largement de devoirs d'exemplarité, de bonnes pratiques, qui est encore autre chose. Donc, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on a commencé à travailler sur les sujets autour du numérique responsable il y a à peu près 3 ans. Et ça aboutit notamment au vote en conseil métropolitain d'une politique numérique responsable en septembre 2023 et qui contient 8 axes, dont un qui tourne autour de l'optimisation des services numériques. Et c'est là où on retrouve les ambitions qu'on s'est posées et auxquelles l'éco-conception peut nous permettre de répondre. Donc, on a choisi de le faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, au tout début, on a fait réaliser une mesure d'empreinte carbone du service commun numérique. Donc, vraiment un périmètre très large pour voir à peu près où étaient les ordres de grandeur et où est-ce que ça valait le coup de mettre le plus d'énergie, en tout cas au début. Ce que ça a fait ressortir, c'est quelque chose qui est assez connu, c'est que le gros de l'impact est lié à la fabrication des équipements. Donc, les premiers leviers à activer pour avoir un impact majeur se situent sur l'optimisation du cycle de vie des équipements, la prolongation de leur vie, retravailler aussi la fin de vie avec l'optimisation avec notre partenaire qui gère la réforme de notre parc. Donc, ces actions-là ont été priorisées, ils nous ont pris un certain temps et pour le coup, la partie éco-conception qui apparaît bien dans la politique, donc qui est importante et qu'on a bien en visibilité, mais en termes de priorité, pour nous, en tout cas pour Bordeaux Métropole, la priorité n'a pas été placée sur cet axe-là. Donc, on a choisi de l'aborder plus par effet d'opportunité. Et il se trouve que nous, on a eu l'opportunité de s'intégrer dans un très gros projet chez nous, un projet de refonte de l'expérience usagée, qui se traduit notamment par la mise en place d'un nouveau portail pour réaliser des démarches en ligne, des démarches métropolitaines. Et donc, ce projet a embarqué pas mal d'éléments innovants dans la méthode, avec beaucoup d'idéation, ce qui n'est pas toujours la culture d'une collectivité en termes de méthode, voilà, de l'agilité, etc. Donc, on s'est dit, c'est peut-être l'occasion pour nous de venir intégrer ces notions d'éco-conception et de les travailler tous ensemble. On a commencé par faire donc on s'est fait accompagner par Greenspector ici présent. Et donc, on a commencé par faire une session d'acculturation sur ces enjeux-là à toutes les parties prenantes de ce gros projet. C'est vraiment un projet conséquent avec une trentaine de personnes qui sont plus ou moins mobilisées dessus. Donc déjà, c'était pas mal de pouvoir sensibiliser toutes les parties prenantes, même si tous n'allaient pas avoir un rôle à jouer après directement sur la mise en œuvre des bonnes pratiques. Et évidemment, il y a une partie de formation pour le coup plus poussée sur un cercle plus réduit d'acteurs, vraiment ceux, notamment tous les développeurs et les chefs de projet, pour les former à l'éco-conception en général et à l'outil de mesure Greenspector plus spécifiquement. Ensuite, on a fait un atelier pour définir un peu l'ambition qu'on se fixait pour ce portail de démarche en ligne. Et pour venir pas raisonner à vide, on a demandé à Greenspector de nous faire un benchmark sur des sites comparables à celui sur lequel on était en train de travailler, donc sur des sites de démarche en ligne. Donc, c'est venu un peu nourrir les échanges et on a décidé de mettre une cible de 50 sur 100 au moment où le site serait mis en ligne et une cible d'amélioration continue plus ambitieuse à 80 sur 100. On a commencé à travailler un référentiel de bonnes pratiques qui soit propre à Bordeaux Métropole, parce qu'en fait, le RGESN en tant que tel, c'est un peu difficile, c'est très touffu, ça nous paraissait un peu difficile sur une première itération de juste le livrer comme ça en disant maintenant vous débrouillez, vous appliquez le RGESN. Donc, on a choisi de travailler un peu plus finement et de vraiment faire ressortir ce qui nous semblait être des bonnes pratiques, particulièrement
prioritaire au vu du contexte, de notre organisation, de la maturité des acteurs, etc. Donc aujourd'hui, on a mis en ligne ce fameux portail avec un score de c'est un peu perturbant, il y a une notification des gens dans la salle d'attente. Du coup, on a réussi à atteindre le score qu'on s'était fixé. On a une certification bronze. On a encore pas mal de chemin à parcourir pour atteindre l'ambition de 80 sur 100. Et puis, on a aussi déployé cette démarche d'éco-conception sur, pour le coup, une appli mobile qui s'appelle Ma Ville Facile. Et là, pour le coup, le produit est plus simple. On a pu atteindre la certification argent. Donc, on est plutôt très content d'avoir réussi, puisque là, je vais vous partager un petit peu comment ça s'est déroulé et les difficultés qu'on a pu rencontrer. Alors, globalement, le REC, c'est qu'on n'a pas choisi le bon produit pour expérimenter une démarche d'éco-conception. C'est-à-dire que le portail des démarches en ligne est basé sur une technologie qu'on découvrait aussi. Donc, en fait, tout le monde découvrait en même temps plein de choses. Le produit était vraiment pas stable. Et en fait, comme dans le processus de mesure, il y a une partie de scripting, ça a vraiment complexifié les choses et rendu encore plus compliqué l'exercice qui était réalisé pour la première fois par les internes. Donc, bon, conclusion, c'était pas forcément le bon produit, mais on a réussi quand même à le faire. Et c'est sûr que sur Ma Ville Facile, on a vu la différence, ça a été beaucoup plus fluide. Alors déjà parce qu'on l'avait déjà fait, mais aussi parce que le produit était plus simple et qu'il n'y a pas eu tous ces effets de bord sur les itérations du script. Ce qui est ressorti aussi, c'est qu'on n'a pas assez incarné le sujet de l'éco-conception dans les instances projets. Ça revenait pas assez souvent, donc le sujet avait tendance parfois à être mis de côté et c'était pas vraiment intégré dans la manière de suivre et de piloter le projet. Donc il faut absolument prévoir du temps homme, que ça soit en interne ou en complément de prestation s'il le faut, mais s'il n'y a pas cette incarnation de ces enjeux-là, au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu et on perd beaucoup de temps et d'énergie. Ce qui s'est passé aussi pour nous, c'est qu'on a pris en compte cet enjeu d'éco-conception, mais le projet auquel on s'est raccroché était déjà lancé. Donc en fait, on n'a pas été dans une démarche d'éco-conception by design et ça a été aussi pour ça que ça a été plus difficile de l'intégrer dans la méthodologie projet, dans les manières de réfléchir. Voilà, on arrivait un peu trop tard. C'est sûr que si on peut le faire dès le début, c'est beaucoup plus facile et fluide et productif. On a eu pas mal d'idées reçues à déconstruire. Bon, ça, je vous apprends rien, mais comme quoi l'idée reçue, comme quoi un site éco-conçu, c'est moche, voilà, par exemple. Donc, on a pas mal travaillé pour venir déconstruire cette idée-là. Et d'autres, il y en a pas mal. Et puis voilà, le prérequis, on a vraiment été content d'avoir fait cette phase de sensibilisation et de formation au début, puisque c'est indispensable de parler vraiment un langage commun, d'avoir une compréhension partagée des enjeux pour arriver à travailler ces enjeux-là. Et surtout, il faut que les acteurs en face soient un minimum volontaires. Ça peut d'imposer. Il faut qu'il y ait un minimum d'adhésion puisque c'est du changement et comme pour tout changement, c'est quand même plus facile de le faire, en tout cas pour les premières fois, avec des gens qui sont motivés pour se lancer. Donc, nous, ce qu'on a choisi comme credo, c'est de surtout éviter que l'éco-conception soit ressentie comme une couche supplémentaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le RGESN n'est que le dernier né de tous les RG. Pour un chef de projet aujourd'hui qui doit faire de la conception web, en fait, il y a quand même beaucoup de couches à respecter. Et c'est vrai que en arrivant avec ce sujet qui est aujourd'hui pas encore une obligation réglementaire, même si ça le sera sûrement prochainement, moi je voulais éviter l'accueil vraiment cinquième roue du carrosse et on nous rajoute encore des obligations. On va jamais arriver à sortir nos projets et c'est déjà compliqué. Enfin voilà. Donc nous on a vraiment essayé d'éviter cette perception de couches supplémentaires pour essayer de travailler plutôt une intégration sur de l'existant et valoriser le fait que souvent, si on travaille l'éco-conception, on va travailler en même temps dans le bon sens aussi pour l'accessibilité et l'expérience utilisateur. Pas toujours, il peut y avoir des exceptions, mais c'est vrai que c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en avant pour un peu limiter les freins dans l'adoption de ces nouvelles pratiques. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ?
Donc, une fois qu'on s'est fait le rex de ce qui, là, que je viens de vous partager, de ce qu'on aurait pu faire différemment, de comment ça aurait été pu être plus facile, etc., on a voulu ancrer dans notre organisation ces bonnes pratiques. Et pour ça, on a désigné un porteur de l'axe éco-conception. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet du numérique responsable n'est pas incarné que par une personne. Il est vraiment sur plusieurs personnes qui, en fonction de leur expertise, portent plus spécifiquement un axe. Et donc, le relais avec quelqu'un en interne, qui est chef de projet et développeur aussi, et qui a participé à l'expérimentation. La construction avec lui, je vous montrerai après, mais des grandes étapes, des grands jalons sur les 3 prochaines années, ça vraiment, ça permet d'ancrer les choses dans notre organisation. Aujourd'hui, on a 2 pistes méthodologiques. Soit on va travailler une maille très macro avec en benchmarkant les sites. Alors, je vous ai dit beaucoup d'applications métiers. Donc là, on commence par les applications qui sont des sites grand public. Et puis ensuite, il faudra à terme, on aimerait évidemment pouvoir appliquer cette mesure sur l'ensemble de notre parc. Donc, soit on fait une première mesure pour donner un premier indicateur au chef de projet de où il en est sur l'éco-conception. Et ensuite, s'il a envie, on lui donne déjà un premier retour de quelques quick wins qui peut activer assez facilement et qui peuvent avoir un résultat vraiment tangible. Et ceux qui veulent aller plus loin, là où on sent qu'il y a un peu de motivation, on propose qu'ils soient accompagnés dans une démarche qui pourrait aboutir à une certification, comme ça a été le cas pour les 2 produits dont je vous ai parlé. Donc, vraiment deux crans différents. Une première couche qui contribue à l'acculturation aussi, et puis à identifier vraiment les sites les plus, des choses vraiment, des gros trucs. Et puis, une maille plus fine pour aller vers jusqu'à un processus de labellisation. On travaille aussi étroitement en lien avec une équipe qui s'appelle MC2, de son petit nom en interne. Le maintien en conformité continue sur les 1600 applications dont je vous parlais, donc c'est quand même un vaste chantier pour eux. Ils travaillent donc les briques de conformité avec tous les RG, donc c'est très vaste. Et nous, on vient les alimenter sur la partie RGESN en travaillant avec eux des éléments méthodologiques qui sont ensuite mis à disposition des chefs de projet pour leur faciliter les choses. Donc, il y a des fiches savoir et des fiches savoir-faire. Et donc, on vient y présenter ce dont je vous parlais. On peut faire un benchmark, on peut faire une démarche de certification, on peut vous aider, on peut vous accompagner, on peut parler ensemble du budget. Enfin, voilà, on ouvre la porte au maximum pour que les chefs de projet qui seraient volontaires nous contactent et qui respectent un minimum des règles du référentiel qui est propre à Bordeaux Métropole en tout cas. Léa, excuse-moi, on va être Oui. un petit peu court au niveau du timing. Je ne sais pas si on pourra revenir après sur la partie, Ok. notamment le prochain slide. Il reste combien de temps, vers la fin. Thibaut Là, on a un petit peu dépassé, je vois, au niveau du temps. Ok. Après, je compte sur le temps de fin, s'il n'y a pas trop de questions-réponses, pour revenir et puis préciser certains points. Très bien. Notamment Je cette termine partie-là. donc sur la juste feuille de route. ces Ok, éléments. pas de souci. Par ailleurs, on teste des choses d'un point de vue formation avec un élément de langage commun et on lance pas mal d'optimisation sur d'autres sites que ceux d'origine. Voilà. Et là, c'était juste pour illustrer. Globalement, je vous disais qu'on avait décliné en briques très opérationnelles ce qu'on voulait faire sur les 3 prochaines années sur l'éco-conception. C'était juste pour montrer un petit peu ce que ça peut donner en rendu macro-planning. Voilà. Je prends la main, Thibaut, donc. Oui. Parfait. Merci. Donc, moi, je suis Camille Lebugle. Je travaille pour un éditeur nantais qui s'appelle Cosmos. Je pilote une équipe produit chez cet éditeur-là. Donc, en fait, nous développons des outils pour l'éducation. Donc, nous avons un certain nombre d'outils aussi que nous réalisons au sein de cette société pour différentes typologies de clients, mais toujours donc, dans le domaine de l'éducation. Nous travaillons notamment, une grosse partie de notre BU travaille pour l'enseignement scolaire avec la réalisation d'ENT, mais aussi des interlocuteurs dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est plus ma partie sur laquelle je travaille. Donc voilà, donc nous sommes une société avec une palette différente d'outils numériques que nous développons. On commence à être aussi un petit peu âgé, on a une vingtaine d'années d'existence, donc avec des outils qui sont eux aussi vieillissants et que l'on essaye d'amener, donc un peu comme précédemment, qu'on essaie d'amener justement en faisant évoluer sur plus de qualité, quoi.
Donc voilà, donc différents types de clients. Nous sommes membres de la communauté EdTech France et nous avons des projets portés aussi avec la Caisse des dépôts. Alors, les petites flèches, excuse-moi, Thibaut. Hop. En termes de clients, donc nous avons une typologie de clients qui sont assez variés. Donc vu que nous allons du scolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, nous avons différentes typologies de clients finaux, parce que nous sommes éditeurs de logiciels, nous portons des projets donc avec nos clients qui sont mandataires, et nos utilisateurs finaux, en fait, on va pouvoir retrouver des collèges, des lycées, des universités, des grandes écoles, et aujourd'hui, on est déployé en fait sur une maille territoriale qui est assez importante, où nous sommes aujourd'hui sur une vingtaine d'académies, 48 départements, nous avons une quarantaine d'universités, de grandes écoles sur la recherche, et voilà, aujourd'hui, nous avons environ 5 millions d'utilisateurs au quotidien qui utilisent nos solutions. Moi, spécifiquement, je travaille sur un outil qui s'appelle Casup. Donc, je suis pilote d'une équipe produit. Donc, nous réalisons en fait un CMS à destination des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, tout ce qui est université et grandes écoles. Donc, nous réalisons un CMS qui va leur permettre de communiquer, en fait, de faire les sites publics pour diffuser l'information sur leur catalogue de formation et en fait sur toutes les problématiques qu'il y a au sein de l'établissement. Nous avons 3 spécificités en fait sur notre produit. Une première, c'est que nous avons une fonctionnalité d'usine à site, parce qu'il faut comprendre en fait qu'une université, finalement, ce n'est pas qu'un site, c'est une galaxie de sites, parce qu'on va retrouver par exemple le site institutionnel de l'établissement, de l'université, mais aussi on va retrouver un site finalement par composante, par UFR en fait de l'établissement. Donc je vais avoir un site web pour la fac de droit, un site web pour la fac de physique, un site web pour la fac d'informatique. Donc en fait, on va avoir une complexité dans l'application où on va devoir administrer une grande quantité de sites. Nos plus gros établissements administrent par exemple 150 sites en fait avec notre application. On a une forte dimension métier aussi sur notre outil qui nous permet d'afficher justement et permet aux clients d'afficher leur problématique métier. Donc, nous diffusons par exemple tout ce qui va être lié au catalogue de formation pour permettre aux lycéens et à l'étudiant de pouvoir s'informer et choisir plus tard son cursus universitaire ou changer en cours de route. On va avoir aussi tout ce qui est communication des travaux de recherche des chercheurs donc, qui sont réalisés au sein de l'établissement. Donc, on a vraiment cette forte problématique de diffusion, affichage en fait de ce qui se passe au sein de l'établissement. Sur cette problématique métier, on a aussi des interactions avec un certain nombre de connecteurs qui sont utilisés en fait dans ces établissements avec ces problématiques métiers. Donc, on a un certain nombre d'interfaçages justement avec différentes briques métiers qui sont externes aux nôtres, mais sur lesquelles on vient s'interfacer pour aller récupérer les données et les afficher sur nos sites. Voilà. Il faut bien comprendre que nous, en fait, on a ce rôle d'afficher sur le site public en fait, des établissements les informations que l'on récupère. Et le dernier point, la dernière spécificité en fait, de cet outil-là, c'est que l'on va proposer à nos utilisateurs d'avoir une expérience à la fois publique, donc on va gérer les sites publics, mais aussi des expériences qui sont plus profilées, donc c'est-à-dire en mode connecté. Donc on va réaliser les intranets en fait, de ces établissements, des intranets personnels pour le personnel de l'établissement, mais aussi des intranets pour les étudiants, pour qu'ils puissent retrouver un certain nombre d'informations qui sont liées à leur cursus universitaire. Donc on a aussi cet aspect profilé où on va pouvoir diffuser de l'information spécifiquement en fait, à l'utilisateur qui est connecté. Et on a tout un jeu métier, justement, de pouvoir adresser par la problématique que l'on va avoir avec la complexité architecturale en fait, des personnels de l'établissement pour pouvoir cibler spécifiquement le contenu adressé aux personnes. Donc voilà. Donc, l'outil est un CMS avec ces 3 problématiques métiers. Maintenant, nous, dans cet outil-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je travaille dans une équipe produit où on met en fait à disposition, on construit un outil qui va être adapté et après surchargé par nos clients, qui va être mis entre les mains de nos clients. Et ces utilisateurs-là, finalement, c'est eux qui vont aller contribuer du contenu. Nous, en fait, on fournit un outil, un CMS qui va être comme tout CMS, sur lesquels nos clients vont créer du contenu. Donc, en fait, nos différents clients, quand on est sur des grosses universités, vont devoir administrer un réseau de contributeurs. Et c'est ce réseau de contributeurs qui va venir à la fin créer du contenu, créer des pages, ajouter une nouvelle arborescence de sites, voilà, construire des sites à l'aide de notre outil. Donc, on a vraiment cette interaction entre nous, éditeurs, on construit cet outil, et après nos clients qui vont venir l'utiliser pour créer et afficher leur contenu qui est derrière. Donc,
On va avoir vraiment ce rôle d'administration et de gestion en fait, d'un parc de contributeurs. Maintenant, pourquoi le RGESN? Parce qu'en 2024, on sort une nouvelle version de cet outil. Voilà, ça faisait quelques années qu'on faisait des versions qui étaient sur des périmètres plus restreints. Aujourd'hui, on est sur une version qui est importante en 2024 et sur lesquelles on inclut en fait une réflexion d'éco-conception. Donc, dans le cadre de cette démarche d'éco-conception, on a travaillé avec GreenSpector, qui nous ont donc accompagnés pour tracer notre feuille de route et nos plans d'action que l'on va avoir pour pouvoir sortir cette version en appliquant donc, la démarche d'éco-conception. Avec GreenSpector, on a commencé donc par une phase d'audit, mais vu que nous sommes un produit, on a réalisé cet audit en fait sur différents sites clients pour pouvoir identifier finalement les actions communes ou les axes d'amélioration communs que l'on a sur nos différents sites et donc qui vont être traités dans le cadre de notre produit. Et à partir de cet audit-là, qui a été réalisé l'année dernière, on a traité un plan d'action. On nous a donné un plan d'action et ça a donné notre feuille de route pour les évolutions en fait, pour cette version-là. Ce plan d'action, il est en cours de réalisation. Donc là, il faut bien comprendre que cette version, aujourd'hui, elle n'est pas finalisée. On est encore en travail dessus. Donc, on est en train de réaliser les développements dans le cadre de cette nouvelle version. L'idée derrière, ça va être une fois qu'on va avoir les premières versions, les premiers jets de cette nouvelle version, ça va être de les bencher de nouveau avec GreenSpector pour pouvoir itérer en fait, sur notre plan d'action et voir l'avancement au fur et à mesure. Ce projet d'éco-conception est aussi porté en relation avec l'ADEME voilà, dans l'axe d'amélioration en fait, de nos outils numériques. Pour entrer dans le cadre du RGESN et comment nous l'appliquer, je rebondirai en effet sur ce qui a été dit avant sur Bordeaux Métropole. En fait, pour nous, le RGESN, c'est un référentiel en fait, parmi d'autres. Je m'explique, c'est vrai que dans le cadre de l'éco-conception, le RGESN va nous appliquer une feuille de route qui est assez réconfortant parce qu'il va nous donner un certain nombre d'axes finalement de correction et de plans d'action pour pouvoir améliorer notre outil numérique. Donc, on voit, il y a différents axes de mesure, les 7 grands points avec la stratégie, la contribution, l'hébergement. C'est assez réconfortant parce que c'est vrai que ça nous donne un certain nombre d'indications. Finalement, nous, vu qu'on a depuis quelques années, en fait, chez Cosmos et sur mon outil en particulier aussi, des problématiques qui sont un peu qui sont assez limitrophes en fait via l'accessibilité, via Opquast, en fait, qui sont toutes ces bonnes pratiques web qui finalement viennent apporter de la qualité sur la réalisation de ces outils-là. Et en fait, le RGESN vient compléter cette palette de référentiels et d'outils qui nous permettent de prendre des décisions dans la réalisation, dans les spécifications en fait, des outils que l'on réalise. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver des points communs entre ces différents outils parce que finalement, quand on regarde ces différents référentiels, ils amènent un peu tous finalement à une réflexion où on doit aller vers plus de simplicité dans les outils que l'on réalise. Je rebondis en effet aussi encore sur ce n'est pas forcément faire des sites moches, non, c'est de réfléchir pour, quand on veut faire quelque chose, essayer de le faire simplement, parce que quand on va le faire simplement, finalement, on va cocher plein de cases, que ce soit dans l'accessibilité ou que ce soit dans l'éco-conception. Donc, c'est vrai que le RGESN est venu nous apporter un nouvel axe sur ces prises de décision en fait, dans les actions que l'on va devoir porter dans nos évolutions produits. J'en ai cité quelques-unes ici, sur lesquelles ça nous a apporté un nouvel éclairage en fait, sur ce que l'on devait réaliser. Donc, j'ai mis 3 points assez sommairement sur ce que l'on a réalisé dans notre feuille de route ou ce qu'on est en train de faire. Ça nous a d'abord porté en effet une question sur la sobriété technologique, en effet sur l'impact des terminaux qui vont pouvoir utiliser notre service. Donc, le RGESN parle de terminaux de plus de 5 ans. Au moins, ça factualise, en fait, ces référentiels-là permettent de factualiser des réflexions. Et là, ça nous a permis de factualiser, en fait, cette décision de dire, OK, qu'est-ce que c'est qu'un terminal de plus de 5 ans? Quels sont les OS qui tournent dessus? Quels sont les navigateurs qu'on va pouvoir utiliser dessus? Et donc, quels sont les choix de composants logiciels ou techniques que l'on va pouvoir mettre en place pour s'assurer que ça marche? L'histoire des composants natifs aussi. Si on a envie d'utiliser une carte, est-ce que sur mon appareil mobile, est-ce que j'utilise bien le composant natif de l'OS et pas un autre outil qui est derrière? Donc ça, c'est vrai que c'est venu factualiser en fait des réflexions que l'on avait en interne, mais qui étaient assez subjectives. Là, en fait, ça a objectivé finalement notre prise de décision. Dans la continuité, on a cette sobriété produit,
où finalement, c'est vrai que un des points assez marquants de l'éco-conception aussi, voilà, en allant vers plus de simplicité. Peut-être que finalement, dans les choix que l'on veut faire, il faut faire moins. Donc tout ça, ça rentre dans l'histoire d'une stratégie produit aussi, où on sait bien que dans toutes les réflexions et les envies que l'on a envie de fonctionnalités que l'on a envie de réaliser, il faut toujours challenger pour être sûr qu'on le fasse ce qui est juste suffisant. Et donc tout ça, ça permet en fait d'avoir un périmètre, de réfléchir sur un périmètre qui soit le périmètre suffisant en fait pour mon application. Donc ça, c'est des choses que l'on a mis en place aussi dans le cadre de cette version-là, via de la statistique d'usage, pour pouvoir mesurer, monitorer en fait finalement les usages de notre produit et réduire ce périmètre fonctionnel. Et donc, qui dit réduire le périmètre fonctionnel, moins de fonctionnalités, donc moins de consommation potentiellement derrière, moins de maintenance. Ça tire en fait un cercle vertueux finalement sur tout le cycle de vie de notre produit. Sur cette sobriété produit, on va ajouter aussi la sobriété éditoriale. Donc là, nous, cet outil-là, finalement, nous, on ne maîtrise pas les données parce qu'une fois qu'on met entre les mains de nos clients notre outil, c'est eux qui vont faire vivre finalement les données qui vont contribuer sur notre logiciel et sur leur application. Donc, on doit leur donner entre les mains un outil qui leur permet justement de suivre les contenus en fait qui sont en train de contribuer, notamment les aider à contribuer des médias en fait qui soient les plus légers possibles. Donc les aider à avoir des formats de médias qui soient des formats de médias légers, d'avoir des médias qui soient dans la bonne dimension, les alerter quand les dimensions deviennent trop grosses, voilà, pour aider le contributeur qui est peut-être pas sensibilisé ou peu sensibilisé finalement à ces problématiques-là, mais l'aider en tout cas à être le plus vertueux possible lors de sa contribution. L'aider aussi dans sa suppression de données, parce que nous, on a des clients sur notre outil ça fait plusieurs années qu'ils nous utilisent et finalement, on va se retrouver avec une quantité de données qui est assez importante sur les serveurs et qui ne sont peut-être pas utilisées ou plus appelées. Et donc, les aider à visualiser ces données-là pour les aider à purger. Donc là, on rentre vraiment dans l'histoire du cycle de vie de la donnée pour les aider à contribuer et à supprimer, à monitorer finalement les usages qu'ils ont au sein de leur application. Voilà. Donc, je vous ai mis ici sommairement 3 points de notre feuille de route qui ont été tirés en fait à partir du RGESN. Donc nous aujourd'hui, on est dans cette phase de réalisation où on est en train d'avancer en fait on est en train d'itérer sur le développement et donc on essaye de cocher au fur et à mesure les différentes cases que l'on a justement listées, identifiées dans le RGESN via cette feuille de route là, via ce guide là. On a eu cette phase aussi d'acculturation qui a été exprimée précédemment en interne aussi. Donc, c'est vrai que chez nous, chez Cosmos, dans notre équipe, on est une trentaine et nous sommes tous certifiés Opquast. Nous allons faire des sessions aujourd'hui pour sensibiliser sur les problématiques d'éco-conception. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment cette importance de l'acculturation pour que cela devienne en fait dans les discussions naturellement, ces réflexions et ces problématiques liées à la qualité. J'englobe tout ça en fait dans la qualité web et là notamment dans la qualité liée à l'empreinte de ces services numériques. Donc voilà, donc on a eu cette phase-là, on va la voir cet été nous sur l'acculturation, sur l'éco-conception. Et on a donc pour objectif, nous, de sortir de refaire des points de mesure en fait avec nos premiers clients qui vont arriver dans l'année 2024, qui vont utiliser cette version-là pour pouvoir visualiser finalement notre avant-après entre notre ancienne version et la prochaine version qui va arriver. Pour finir, on a fait aussi finalement, on a croisé avec ces différents référentiels un référentiel commun pour essayer d'englober les problématiques qui viennent d'Opquast, du RGESN, du collectif Green IT pour faire finalement une checklist qui soit un peu plus exhaustive et un peu plus complète, qui nous permette en fait vis-à-vis de nos clients de pouvoir justifier les travaux que l'on fait. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de dire j'applique le RGESN, mais qu'est-ce que j'ai appliqué réellement sur mon produit? Donc finalement, on est en train de compiler, on a compilé en fait l'ensemble de ces référentiels au sein d'un référentiel en fait qui est propre à nous Cosmos et qui va nous permettre d'afficher, d'accompagner nos clients et d'afficher justement les actions que l'on a réalisées et qui étaient exprimées, excusez-moi, dans ces différents référentiels. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, on va devoir enchaîner, Camille. Je te rends la main. Timing, va être chaud. Pas de souci. Super. Merci beaucoup. Ouais. Du coup, je prends le relais.
Donc juste, après on va passer aux questions-réponses. Un petit mot vite fait sur la nouvelle version du RGESN, à savoir, donc là il y a une petite coquille, mais c'est en octobre 2023, l'ARCEP a repris le sujet et a publié une nouvelle version pour consultation publique. Donc l'objectif, c'était de préparer l'arrivée de la version finale qui devrait arriver ce mois-ci, si tout se passe bien. Parce que dans le cadre de la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique, on devrait aussi avoir un décret d'application pour dire les services numériques, donc tel service numérique devrait être éco-conçu en suivant tel référentiel. Donc ça, c'est prévu. Ce qu'on voit surtout, c'est que la nouvelle version, elle est beaucoup plus détaillée. Donc d'un côté, on passe de 79 à 91 recommandations, notamment des recommandations sur le machine learning, sur la blockchain, des critères en plus sur le niveau de difficulté, de priorité et dans quel cas on peut définir un critère comme non applicable et une liste de 20 recommandations identifiées comme prioritaires. Dans celle-ci, il y a toutes celles de l'apprentissage, il y a celle de la blockchain, donc on peut se dire que dans tous les cas, pour tous les services numériques, à minima, on a ces recommandations-là à garder en tête, notamment, et ça c'est un chantier qu'on a en cours avec Bordeaux Métropole, de se dire quand on va travailler avec un prestataire, quand on va lancer un appel d'offres, à minima, on pose ces recommandations-là comme incontournables. Donc juste un petit exemple. Donc ça, c'est un des critères qu'on avait dans la première version du RGESN, à savoir, est-ce qu'on a pris en compte les impacts environnementaux des composants d'interface prêts à l'emploi? Donc on avait une formulation, euh, on va dire, qui est assez floue, notamment dans les moyens de test ou de contrôle. C'est ce qui avait été pas mal reproché à l'époque. Et dans la nouvelle version qui est parue donc fin d'année dernière, ne serait-ce que dans le moyen de test ou de contrôle, on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est vrai pour la plupart des critères qu'on trouve aujourd'hui dans cette nouvelle version. Donc, on vous enverra le lien. C'est disponible via le site de l'ARCEP. C'est un PDF assez dense, c'est 130 pages. Euh, où il y a la consultation publique et donc la version finale qui devra arriver ce mois-ci. Mais déjà, on voit vraiment qu'on est plus dans l'optique audit de conformité avec des critères de plus en plus précis pour pouvoir évaluer cette conformité. Donc, ça va vraiment dans le bon sens. Et ça fait qu'aujourd'hui, ce référentiel, il est dans tous les cas intéressant pour vérifier qu'un service est éco-conçu, vérifier la démarche d'éco-conception, mais aussi si on veut monter en compétence soi-même sur l'éco-conception, c'est une ressource qui est très, très importante. Ça veut dire aussi que les audits à prévoir avec cette nouvelle version, ils sont plus longs ils sont plus complets. En tout cas, on a beaucoup plus d'éléments. Ça dessine aussi une déclaration d'éco-conception qui sera beaucoup plus complète. Donc ça, c'est très très bien. L'inconnu qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on aura dans le décret d'application. Donc pour ceux qui suivent aussi le sujet de l'accessibilité, on a vu qu'au niveau du RG2A, il y a eu un nouveau décret d'application fin d'année dernière qui vient beaucoup élargir le périmètre, que ce soit en termes d'entreprise, en termes de services numériques concernés, en termes de sanctions financières. Donc à voir aussi ce qui nous attend côté éco-conception et ce qui sera aussi probablement crucial pour que certaines structures se lancent dans la démarche. En tout cas, nous, côté Green Spector, l'impact rapidement, c'était d'intégrer le RGESN dans notre propre référentiel de bonnes pratiques. C'est ce qu'on dit souvent aux clients. Il y a des référentiels qui existent, mais il faut vous constituer votre propre référentiel pour pouvoir vous l'approprier et être plus efficace. On l'applique aussi dans notre offre de formation, forcément dans nos audits et dans les accompagnements. Ça permet d'aller plus loin aussi dans l'accompagnement, pas juste faire de l'audit de service, mais aussi faire de l'accompagnement sur la démarche d'éco-conception, notamment via une offre EcoBuild orienté RGESN. En gros, l'écobuild, c'est on va accompagner la conception d'un service numérique du tout début à la fin via de la mesure, via de l'audit de conformité. Donc là, aujourd'hui, orienté RGESN. Et on est en train de travailler sur l'accompagnement pour, euh, pour faire quelque chose de plus interactif via des ateliers de l'éco-construction et aller plus loin sur des critères qui aujourd'hui ne nous semblent pas assez précis, notamment sur comment on définit un référent éco-conception en interne dans une structure. Et bien sûr, on attend la nouvelle version pour s'y adapter comme beaucoup de gens au final. Mais en soi, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'ARCEP qui porte le sujet, c'est une ressource très importante de plein d'aspects, qu'on attend tous le décret applicatif, qu'on voit et on peut espérer déjà que ce référentiel, il va s'étendre plus largement à l'international. Déjà, il est inclus dans les guidelines du World Wide Web Consortium, donc l'organisme de standardisation du web qui a sorti des guidelines d'éco-conception à l'automne dernier. Et dedans, on a des liens vers le RGESN. Donc ça, c'est déjà très encourageant. Et je vous ai mis aussi le lien. On a sorti un article cette semaine sur la loi Rennes, le RGESN, et un petit peu détailler un peu plus ce qu'on a vu aujourd'hui très rapidement. Donc là, si ça vous va, je passe la main à Thibaut pour les questions.
Merci Laurent. Les questions globalement, on en a répondu pas mal, on a donné pas mal de réponses dans le chat directement. Il y a une dernière question que je vois, plus sur les référentiels. Quels sont ces référentiels RG 491, quoi vous en avez parlé, 115 bonnes pratiques, le référentiel de W3C, quels autres? Effectivement, aujourd'hui, on a un peu tous ces référentiels sur l'INR, CAS qui est plus global, qualité web, qui est plus universel, on va dire. Les 115 bonnes pratiques qui sont beaucoup plus techniques et uniquement web. Le GR 491 de l'INR, c'est 500 et quelques critères sur tout type de service numérique, toutes les étapes du cycle de vie. Donc aujourd'hui, c'est plus une ressource, une encyclopédie du sujet que quelque chose qu'on peut appliquer tel quel. Mais dans tous les cas, déjà avec ces référentiels-là, on a une vue assez exhaustive du sujet. Et là-dessus, on gardera aussi en tête les autres RG qui ont été évoqués, RG2A, RGS et ainsi de suite. Mais c'est vraiment l'idée de faire coexister tous ces référentiels, sachant qu'aujourd'hui, le RGESN, c'est un bon point de départ sur l'éco-conception, mais aussi si on se dit on veut de la conformité, on veut un référentiel, c'est un bon point d'entrée. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé par les 115 bonnes pratiques parce que historiquement, à une époque, il n'y avait que ça. Mais aujourd'hui, on peut aussi partir sur le RGESN et aussi notamment parce qu'il est plus orienté structure que orienté service numérique. J'ai une question pour Camille. Effectivement, dans la relation qu'il a avec, puisqu'il travaille pour des établissements publics notamment, est-ce que cette question est posée et comment, enfin, j'ai bien compris qu'il y avait une réponse, on va dire, avec qu'est-ce qu'on fait, quelles actions on a, etc., etc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une demande, finalement, de la commande publique vers les acteurs, qu'ils soient ESN ou éditeurs comme vous l'êtes chez Cosmos, pour dire mais qu'est-ce que vous faites finalement par rapport à un référentiel, où vous vous situez? Est-ce qu'il y a une demande finalement liée à la Alors, commande publique ou en tout cas dans les cahiers des charges? tout à fait. Alors, elle commence à être de plus en plus exprimée, pas partout, mais on a des clients qui, depuis l'année dernière, nous parlent en effet de l'éco-conception, mais plus largement du numérique responsable, parce qu'en fait, c'est des volontés au sein des établissements de passer sur le numérique responsable. On le voit dans les collectivités avec Bordeaux Métropole. On a la même chose en fait au sein des établissements, notamment des établissements des universités, qui sont des gros établissements et qui peuvent avoir des politiques en fait vouloir aller en fait vers ce numérique responsable. Mais aujourd'hui, en fait, on est aux prémices de ces réflexions-là. Donc, on en parle de plus en plus avec nos clients. Il y a des clients qui commencent à les mettre dans les cahiers des charges, mais voilà, ça arrive en tout cas. Et du coup, j'ai presque la même question pour Léa. Est-ce que c'est un sujet d'intégrer finalement dans la commande publique pour Bordeaux Métropole le fait de respecter des engagements liés au RGESN ou plus largement sur un référentiel? Comment ça s'intègre finalement dans la commande publique côté Bordeaux Métropole? Et quelle influence on peut avoir finalement sur le marché en tant qu'acteur public finalement qui endore cette responsabilité d'un numérique plus responsable? Alors, on est convaincus que le levier des achats, il est puissant, il est précieux. Donc, évidemment, on l'a dans notre comme axe dans la politique numérique responsable. Donc, en fait, là, ça fait, je pense, à peu près 2 ans qu'on a inclus dans nos marchés un closier de critères numériques responsables. On essaye de faire en sorte, à terme, on a ça en ambition, que tous nos marchés incluent pour 10% de la notation la réponse à ces critères, dans lesquels il y a, lorsque l'objet du marché est pertinent, certains éléments relatifs à l'éco-conception. On a une grosse marge de progression à faire parce que, autant sur la partie matérielle, c'est presque plus facile en fait, que d'arriver vraiment à rendre tangible les ambitions, l'engagement, le contrat en fait qui va nous lier. Autant on manque encore un peu de maturité aujourd'hui, je trouve, nous, sur cette partie-là. Ça fait partie de nos axes d'amélioration. Mais en tout cas, oui, c'est hyper important et on a conscience qu'on doit le faire aboutir le plus possible. Je ne pense pas qu'on mettra une ambition de score, par exemple. Ça paraît assez rigide. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de vérifier si les ressources du prestataire qui va répondre sont formées à l'éco-conception, s'ils sont vraiment embarqués dans une démarche d'amélioration continue. Enfin voilà, c'est plus dans la dynamique. Ça va nous intéresser plutôt que dans vraiment s'engager sur un score qui serait vide de sens en dehors de tout le contexte qui va avec.
Et du coup, est-ce que le RGESN peut être un levier, enfin, qui facilite finalement les repères pour la commande, parce que ça peut s'évaluer d'une certaine manière? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans nos normes de développement qui sont incluses dans nos marchés, elles sont justement en train d'être mises à jour pour inclure le fait que dans le développement, il faut respecter les bonnes pratiques du RGESN. Mais c'est vrai que une fois qu'on s'est dit ça, c'est un petit peu, voilà, d'abord, il faut pouvoir le vérifier, puis et tout ne s'applique pas non plus selon les contextes, le projet, etc. Donc, c'est bien de le mettre dans les normes de développement, mais il nous semble que c'est pas suffisant pour s'assurer que ensemble, on va arriver à travailler ces enjeux-là de manière constructive et pas punitive. De toute façon, je me vois mal appliquer des clauses de pénalité enfin, on n'a pas un degré de maturité aujourd'hui de tout le monde pour faire ça. Une petite question, Thierry, je pense que Thierry ou Laurent, y a-t-il un lien entre le certificat GreenSpector et le label INR? Alors, en fait, le certificat de sobriété dont on a parlé rapidement, enfin dont Léa a parlé et qu'on pratique chez nos clients, est un certificat basé sur un référentiel de mesure. Comme on l'a vu dans le RGESN, il y a des critères qui demandent effectivement à mesurer, savoir se mesurer pour s'améliorer aussi, et puis valider que les choses qu'on a mis en œuvre améliorent aussi le produit final. Donc la mesure est partie intégrante du RGESN. Donc on voit bien le lien qui existe entre une mesure, un référentiel de mesure, et puis le RGESN. Le référentiel de mesure GreenSpector qui porte derrière avec une récompense ou un scoring qui permet de donner finalement un niveau bronze, argent ou or par rapport au service numérique, est vraiment orienté sur le service numérique, pas son process, pas les compétences, pas les bonnes pratiques qu'on a mis en place, mais vraiment la mesure réalisée. Donc on va mesurer des étapes d'un parcours. Hein. J'affiche mon dashboard, je traite une action, je ferme cette action et puis je reviens sur mon dashboard. Enfin, un parcours voilà, qu'on pourrait faire pour n'importe quel type de service numérique, qu'il soit mobile, web ou autre, et qu'on pourrait effectivement passer dans les fourches codines finalement de cette mesure pour voir comment se situe le service numérique. Étape par étape, ensuite, ce scoring contribue à une note globale qui permet d'obtenir ce niveau. Et ce référentiel de mesure a la particularité d'être mesuré sur un banc de mesure réel, avec des sondes réelles, des wattmètres pour l'énergie, des sondes réseau pour la data, etc., etc. Donc ça permet de le faire dans un environnement qui correspond à celui de l'usage. Voilà. Et donc, c'est un référentiel de mesure voilà, qui n'est pas normalisé aujourd'hui au niveau d'un ISO, parce qu'aujourd'hui, ce travail est en cours d'une certaine manière, porté par l'AFNOR vers l'ISO. Mais aujourd'hui, il y a un référentiel qui existe et qui permet en tout cas de répondre à cette question finale, c'est est-ce que mon service numérique, finalement, a un niveau de sobriété, je veux dire de ressources qui permet de se jauger, de se comparer, pourquoi pas dans le temps, pourquoi pas de se comparer par rapport à ses concurrents ou son écosystème. Mon micro est coupé, Thibaut, mais j'imagine qu'il n'y a plus d'autres questions. Excusez-moi. Merci pour les questions. Si vous avez des questions à venir qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser directement à l'adresse contact@greenspector.com. Le replay du webinaire sera disponible. On vous enverra un lien pour pouvoir y accéder. Voilà. Et puis, Léa, Camille, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez, si vous voulez conclure, n'hésitez pas. Non, juste pour dire, si jamais il y a des questions, effectivement, des personnes qui veulent plus de détails, de ne pas hésiter à donner mon contact. Ok, ça marche. Je mettrai vos coordonnées dans le mail avec le lien du replay. Et c'est tout bon. Merci à tous. Et puis bonne journée, bon appétit. Et puis à la prochaine pour un potentiel webinaire sur ce sujet qui est très vaste ou d'autres sujets. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.